Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de Yann Lequin, le Français qui a inventé l'IA moderne. Il vient de claquer la porte de Meta après 13 ans de bons et loyaux services. Lequin part créer sa propre start-up. On va poser la question à Seb Coinon. Pourquoi le prix Turing abandonne-t-il le navire Meta ? La Chine a déjà gagné la guerre des robotaxis et personne aux US ne veut l'admettre. Pendant que la Silicon Valley débat, la Chine déploie des véhicules à toute vitesse. On posera la question à Flavie Prévost si les US sont en train de perdre la guerre des robots. Et puis un ex-rappeur socialiste de 34 ans vient de gagner la mairie de New York. Son nom, Zoran Mamdani, son message, le capitalisme a baisé la jeunesse. Et le plus dingue, c'est que Peter Thiel, milliardaire libertarien, est d'accord avec lui. Quand la droite et la gauche admettent que le système est pété, c'est que la révolution est proche. On en parle avec Fabrice Epelboin, qui est à nouveau de garde aujourd'hui. Bienvenue dans Silicon Carnet, le talk show tech picante en direct de San Francisco. Votre émission commence maintenant. Avant de commencer, merci à vous d'écouter Silicon Carnet en podcast ou sur YouTube. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Pensez à vous abonner si vous aimez l'émission. On a passé la barre des 25 000 abonnés. Donc, merci de votre confiance. Oui, on était à 10 000 il y a pas si longtemps. Donc, maintenant, là, ça grimpe. Même si, c'est pas rapide, hein. C'est un jeu qui prend du temps, hein, cette histoire. Flavie, c'est pareil, hein. Toi, tu, podcasteur. Je suis à 20 000 abonnés de toi, donc, vas-y, je m'accroche. Ah ouais, oui, il faut tenir, ça prend du temps. Puis si vous êtes déjà abonné et que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez devenir membre de l'Hacienda. Ça se passe sur Substack, je vous montre le lien. Je l'ai mis aussi dans la description de cet épisode. Devenir membre, ça permet d'avoir accès aux notes de l'émission. Je les montre parce qu'il y a plein de monde qui, dans les commentaires sur YouTube, me disent « Oui, mais d'où tu tiens ça ?» Eh ben, si tu veux savoir d'où je tiens tout ça, il faut être abonné et avoir accès à toutes les sources. Alors, on fait un gros travail de recherche et vous avez accès à toutes ces informations. On ne présente que 30% de tout ce qu'on prépare quand on prépare une émission et ça se passe dans les notes sur Substack. Voilà, c'est l'abonnement Substack, c'est ce qui permet à cette émission de rester libre. Donc merci à tous, vous êtes extraordinaires, vous êtes plus de 500 à vous être abonnés et ça compte énormément pour moi. Voilà, on commence tout de suite. Go yourself. Il y a 48 heures, Yann Lequin, le prix Turing, la légende de l'intelligence artificielle et surtout le Chief AI Scientist de Meta depuis 2013, claquait la porte de Meta pour créer sa propre start-up. Espérons qu'il crée sa nouvelle start-up en France. Mais oui, bien sûr. L'espoir fait vivre. Alors moi j'ai laissé un commentaire sur le truc de Gilles Babinet où j'ai dit, écoute, s'il monte sa start-up en France, ça voudrait dire que Yann Lequin manque soit d'ambition, soit de jugement, et je ne pense qu'il ne manque de aucun des deux. Donc, c'est dur. Ou alors il ignore tout de la fiscalité. Malheureusement, ça serait, enfin, bon, je sais pas, tout est possible, hein, mais pensez qu'il va recréer une start-up en France, vous, Seb? Bah déjà on avait l'info, toi et moi, enfin on avait l'info là, la rumeur bruissait depuis des semaines, pour pas dire des mois. On l'avait d'ailleurs on en avait parlé dans un Silicon Carnet. Oui. Voilà, on l'a soufflé à des journalistes en France qui n'ont pas creusé malheureusement l'info, et du coup c'est la presse anglo-saxonne qui a sorti le truc. Bon, dommage. Non mais plus sérieusement, voilà, on passe de la recherche, on va dire fondamentale, à la recherche de temps d'écran. C'est ça en fait. Là, je pense qu'il y a une accélération de cette battle. En plus, je crois qu'ils lui ont foutu dans les pattes un petit génie là de 28 ans. Donc au-dessus de Yann Lequin, peut-être qu'il a eu un petit complexe là-dessus, enfin qu'il l'a pas bien géré parce qu'il a au moins le double de cet âge-là. Il a plutôt 65 ans de mémoire. Et ce qui fait que moi je comprends son pari, je comprends qu'il parte au bout de 12-13 ans et je pense qu'on aurait fait la même chose à sa place. Il a beaucoup fait, il a pris un peu de pognon aussi, j'imagine, un peu beaucoup. Et maintenant il va faire comme plein d'autres. Il se barre au moment où l'action Meta est en train de dévisser. On va rentrer dans le détail, on va regarder toutes ces informations. Mais pour ceux qui captent pas l'ampleur du truc, Fabrice, c'est comme si Mbappé quittait le Real Madrid en plein championnat pour monter un club en seconde division en France, quoi. C'est à peu près ça. Vous pensez ? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Oui, sauf que c'est son club. Ouais, on peut faire ce genre de comparaison. À ce près qu'Mbappé, s'il faisait ça, montrait probablement son club en Espagne ou dans le Golfe. Parce que bon, d'un point de vue pépette, c'est quand même plus intelligent. Pourquoi pas, hein. Il y a des vieux champions qui ont eu une carrière incroyable au foot et qui se sont retrouvés entraîneurs dans un club du golf.
ça peut être, on va voir ce que ça va donner. C'est objectivement, moi je suis plutôt curieux et j'attends de voir ce qu'il va nous proposer de concret, ou peut-être que ça va être un truc de très ça va être de la deep tech qui servira juste des gens qui eux-mêmes travaillent sur l'intelligence artificielle, ou ça va être le produit qui va tout d'un coup être dans toutes les poches qu'on attend tous. En tout cas, on en avait parlé dans des précédents épisodes, c'était un des rares salariés encore, tu vois, penseurs, chercheurs, salariés. Moi, ça m'étonne pas qu'il joue la carte de lancer sa start-up parce qu'on en avait parlé, le fameux solo founder à 1 milliard. On en est là. C'est tellement des mecs bankable qui lancent tous leur start-up. Ils sont valorisés, pré-produits, pré-start-up à des montants astronomiques. Donc, je pense qu'il joue sa carte. Pourquoi pas, après tout, s'il n'y a pas besoin de produits pour lever des milliards, Miraduret, il a fait, hein, pourquoi pas lui. Voilà, exactement. Donc voilà, moi je pense qu'il joue bien son coup, un peu en retard par rapport aux autres, mais à voir ce qu'il avait en tête. Effectivement, et tu vois, Fabrice, je te rejoins, on en parlera sur Meta, mais tout le monde est sur des business models B2C, quoi. Enfin, pas tout le monde, mais en tout cas les LLM génératives, du coup, sont vraiment sur le B2C. Je pense qu'il y a plein d'autres modèles à penser, B2B, B2B2C, et je pense que voilà, il y a peut-être aussi des choses à creuser dans d'autres business models que le B2C et le consumer de masse qui utilise ChatGPT ou Claude toute la journée. Bon, on va revenir sur le divorce. Carlos, mais moi, en tout cas, pour évacuer, si tu veux, le côté French Tech, parce que c'est un peu ma casquette aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la France, clairement, parce que voilà, ce divorce Meta. Lequin, ça peut être effectivement une excellente nouvelle pour tout l'écosystème. Avant lui, c'est vrai qu'il y en a eu d'autres. On peut quasiment parler de maintenant de mafia, comme il y a eu la PayPal mafia. C'est des gens qui sont allés créer des Mistral, des Qtile, Nabla, tu vois, avec Alexandre Alex. Aubin. Voilà, qui est un petit génie et qui cartonne maintenant. C'est une sorte d'IA, tu sais, pour les docteurs, et notamment bien vendu chez toi aux US avant de l'écouler chez nous en Europe. Donc pour moi, encore une fois, c'est une super nouvelle. Après, la source du truc, est-ce que c'est une rupture technologique ou politique? Moi, je suis pas dans les coulisses peut-être que vous en savez plus que moi là-dessus, quoi. Avant de poursuivre cet échange, je voulais vous dire un mot de notre nouveau partenaire, Quorum l'épargne. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter depuis la France et que beaucoup d'entre vous s'intéressent au marché US. Eh bien, justement, Quorum a lancé Quorum USA, la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En à peine un an, ils ont déjà investi à New York, en Californie et au Texas, avec un objectif de rendement non garanti au-delà des 7% en 2025. Une belle opportunité pour diversifier votre épargne sur le plus grand marché immobilier du monde avec un dollar faible et des prix attractifs. Et jusqu'au 31 décembre 2025, Quorum vous reverse un bonus de 3% sur votre placement immobilier en SCPI. Toutes les infos sur quorum.fr, quorum.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. Sur le plan technologique, ça fait un petit bout de temps que Yann Lequin explique que les LLM ne permettront pas d'atteindre les GI, et lui, il propose d'autres modèles, de types de modèles. Je vais pas rentrer dans le détail technique de ce truc-là, mais il a une autre vision clairement. Et c'est vrai que Mark Zuckerberg, lui, essaye de double down sur l'histoire des LLM parce qu'il est à la bourre, et avec les acquisitions, enfin les participations comme dans Scale AI et la réorganisation qu'il a fait chez Meta, on voit qu'il y avait quand même deux écoles qui se juxtaposaient un petit peu chez Meta, et je pense que quelque part Mark Zuckerberg aussi fait un choix entre les nouveaux modèles que prône Yann Lequin et les LLM que pousse Alexander Wang de chez Scale AI et d'autres chez Meta. Donc je pense qu'il y a un schisme technologique, c'est certain, et peut-être qu'il a mis le doigt, effectivement, parce qu'il est pas tout seul à prôner ces nouveaux modèles. Peut-être qu'il a mis le doigt sur quelque chose technologiquement et qu'il s'est dit pourquoi je refilerais ça à Meta s'ils n'en veulent pas, quoi. Autant partir et le faire de mon côté. En tout cas, pendant ce temps, Mark Zuckerberg, il vient de vivre sa pire journée boursière depuis 3 ans. 200 milliards de capitalisation évaporée en une session après un earning call où il a annoncé encore plus de dépenses en IA. Toujours pas de produit rentable à montrer. Là, je montre le cours de bourse, comment est-ce qu'il a dévissé. C'était assez spectaculaire. Alors peut-être aussi qu'il y a ça, c'est que maintenant... peut-être que le stock Meta n'est plus aussi intéressant qu'il ne l'était, même si très honnêtement je pense que
Yann cherche pas, il court pas après l'argent, je pense qu'il court après autre chose. Mais c'est vrai que dépense Mark Zuckerberg, il dépense à tout va, 600 milliards, il demande pour rattraper OpenAI et Sam Altman. Et on apprend via des documents internes qu'une partie substantielle des revenus actuels de Meta, 16 milliards, c'est 10% du total, proviendrait de publicité pour des arnaques, des scams, des fraudes. Donc, en gros, c'est un peu le chaos chez Meta en ce moment. Ça fait beaucoup. Le départ de Yann, la réorganisation, le cours de bourse qui dévisse, le chiffre d'affaires un petit peu pourri. Il y a quelque chose de pourri, effectivement, au royaume du Danemark, comme dirait Shakespeare. Moi, je veux bien revenir sur le cours de bourse, c'est intéressant. Et c'est vrai que dans le passé, j'étais très branché marché financier, un peu moins aujourd'hui, même si je regarde ça toujours d'un œil avisé, intéressé, et mais avec ma distance, on va dire. Sur Meta, bon là, ok, on est tombé à $600 quand on enregistre ce jeudi soir. On est monté au plus haut à 750. Donc c'est vrai que par rapport à un Wall Street qui est pas loin de ses plus hauts, bon, on s'en éloigne. Après, ça reste quand même plutôt pas trop mal valorisé, pas cher d'ailleurs, mais pas trop mal valorisé. Mais c'est vrai qu'on s'éloigne même des targets, enfin tu vois, ils appellent ça des target price chez toi, des objectifs de cours, etc. Tu vois, l'objectif de cours average sur Meta, c'est 840. Là, on est à 600, c'est quand même assez loin. T'en as qui sont très optimistes, qui le voient à plus de 1000. Et quand tu regardes, j'ai regardé, il y a à peu près, je sais pas, 70-80 analystes, grands analystes qui suivent la valeur à Wall Street. On a 53 qui sont à l'achat. Donc, tu vois, le sentiment de ceux qui mettent les doigts dans le truc te disent, ah non, on est positif, il y a de l'upside, machin. Et pourtant, bon, le marché qui vote, tu vois, seconde après seconde, avec l'algorithmie, etc., semble nous envoyer des messages un peu contradictoires en mode, on sait pas trop, alors que tout le reste, tu vois, il peut être au plus haut. Eux, il y a un doute. C'est peut-être les soldes alors. C'est peut-être le moment d'acheter du Meta, effectivement. Parce que tu regardes Nvidia, Alphabet, etc., ils sont tous quasiment au plus haut, quoi. Microsoft, etc. Non, mais là, ça dévisse depuis une semaine. Là, ça fait très très mal. Les cryptos dévissent. La bourse, il y a une sorte de petit décrochage global, notamment sur les valeurs IA, où on a beaucoup parlé depuis maintenant 2 mois que la bulle IA va exploser. Il y a ce fameux mec qui avait prédit la crise des subprimes, j'ai oublié son nom, je sais pas si vous le retrouverez, qui visiblement short toutes les valeurs d'IA, que ce soit Nvidia et les autres. Donc il y a un petit vent de panique en ce moment, effectivement, où on se pose la question de savoir avant la fin de l'année si, ou alors c'est juste une correction et on est reparti de plus belle. Je connais ton opinion, Fabrice, toi là-dessus. Tu dis que de toute façon cette histoire d'IA échappe complètement à des notions financières. On a dépassé le spectre financier. On est dans une sorte de guerre technologique. Il y a une dimension bulle, mais on est au-delà de la bulle. Non seulement il y a la plus grosse bulle qu'on ait jamais vue, mais en plus il y a cette espèce d'économie circulaire où ils investissent tous les uns sur les autres en faisant tourner le pognon et en générant artificiellement une activité économique. Le problème, c'est qu'on est dans une course à l'armement face aux Chinois. Donc au final, au-delà de la finance et du bête capitalisme, on est dans une ressucée de la course à l'armement qu'on a connue entre les USA et la Russie et l'URSS. Et il y avait aucune rationalité financière à cette course aux armements. Et avant ça, dans la course au nucléaire contre les nazis, Dans la course au nucléaire contre les, oui, mais là, à la limite, on était en pleine guerre. Donc là, l'économie oui, passe mais tu sais, Fabrice, je pense qu'on est en pleine guerre aussi. Et tu sais, on est en guerre froide. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur Mark Zuckerberg, Flavie. Moi, ça fait 15 ans maintenant que je suis à San Francisco et j'ai vu pas mal de CEO en crise existentielle. Mais ce qui se passe avec Zuckerberg en ce moment, c'est vraiment d'un autre niveau. J'ai plusieurs sources proches de Meta et donc de Zuck qui me disent en privé que effectivement Zuck est terrorisé à l'idée d'être complètement largué dans la course à l'intelligence artificielle et qu'il regarde Elon Musk et Sam Altman avec beaucoup de jalousie et de complexe d'infériorité pratiquement. Il y a presque un complexe d'imposteur. Il se dit putain merde, je suis une big tech. C'est d'ailleurs marrant de voir que la personne dont il se sent le plus proche, c'est Bill Gates, qui lui-même est quelqu'un aussi
qui feraient plus partie des bouliers, tu vois, des harcelés que des harceleurs. Et des Sam Altman et des Elon Musk, c'est clairement des harceleurs s'ils étaient dans la cour de l'école. Mais tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que la Silicon Valley est divisée en deux groupes, quoi. Tu vois, il y a si on prenait la cour de l'école, il y a les méchants garçons, hein, d'ailleurs. Bad boys, what you gonna do? Et les nerds de l'autre côté qui sont bouliers. Je sais pas ce que. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de trucs qui se jouent. Il y a, tu vois, le contexte global où quand t'es pas dans l'IA, t'as pas de produits, alors que tout le monde sort des produits. C'est quand même chaud. Là, moi, j'étais au Web Summit, encore comme 99% des talks et tout parlaient d'IA. Je pense que du coup, il y a ce FOMO. Non, tu m'as dit que tu as pas été au talk, que tu n'as été qu'aux soirées. Oui, bon, bah, en tout cas, j'ai le badge pour attester que j'étais au talk, j'ai vu les programmes. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a ce FOMO-là. Et après, le deuxième truc qui paye, donc ça, c'est le contexte, c'est pas bon de pas être dans l'IA, même si on parle de bulles, etc. Le deuxième truc, c'est qu'il paye ses atermoiements. Le mec est un peu quand même comme un poulet sans tête depuis un peu plusieurs années avec ses différentes tentatives. Le métaverse, il tente plein de trucs, mais il est bon nulle part, tu vois, il est leader nulle part. Il sent que les réseaux sociaux, il y a un glissement avec l'IA, mais il n'arrive pas à comprendre dans quel produit, dans quel segment lancer son produit. Il a fait les glasses, tu vois, par exemple, ça c'est bien, ça pourrait être bien, mais ça prend pas encore complètement. Ouais. Je vois que dans plein de pays, là, ils en parlaient. En Inde, il y a des mecs qui payent tous les jours des trucs avec des glasses, mais nous, dans nos sociétés, pas encore. Et il y a beaucoup de concurrence aussi sur le hardware. Ensuite, il a fait de l'IA dans la pub, mais il en a pas fait son produit fort. Donc, tu vois, ce côté, genre, je sais pas où je vais en termes de stratégie, et ça se ressent dans ces équipes qui construit et qui démolit à coup de tous les 4 ou 6 mois. D'abord, il fait des ponts d'or à plusieurs centaines de millions d'euros, et ensuite, après, il reconstruit des équipes sans queue ni tête. C'est vrai que d'un point de vue il vire des gens. Il a viré 600 personnes dans les équipes d'IA. Il recrute des ponts d'or, effectivement, mais en même temps, il vire 600 personnes. Il change complètement. On en est à la 2e ou à la 3e réorg. Les équipes ça respire pas la sérénité. Non, c'est la guerre civile, hein, en interne. Hein. C'est vraiment la guerre civile. Il y a l'ancienne garde qui, justement, était dirigé un petit peu par Yann Lequin avec ce département FAIR, qui est un département vraiment académique, qui faisait de la recherche, et puis pas rien comme recherche, parce que très honnêtement, Meta, même s'ils se sont un peu fait doubler par OpenAI, au début de l'histoire de l'IA, ils étaient vraiment en avance, quoi. C'était vraiment un truc. Et là, c'est vrai, comme tu le disais, Sab, que c'est les petits jeunes qui ont pris le pouvoir, quoi, dans la boîte. Là, je montre la photo. T'as le fondateur un des cofondateurs de OpenAI qui a été récupéré chez Meta, et puis Alexander Wang. C'est des gamins qui ont 25 ans, quoi. Tu vois, ça doit faire un petit peu bizarre, quoi. Bon, pendant que la Silicon Valley débat pour savoir si Elon Musk va enfin livrer ses robotaxis, je vous rappelle qu'il nous les promet depuis 2019. Hein, la Chine, elle, est en train de déployer des dizaines de milliers de rides quotidiens dans plus de 50 villes. C'est ça qui est impressionnant. Hein. C'est Baidu Apollo Go, hein, c'est la boîte. D'ailleurs, Sébastien, on parle pas trop de ces boîtes. Hein, ici aux US. On en parle un petit peu, mais pas beaucoup. Et est-ce qu'en Europe non plus, hein, mais il y a des vraies boîtes en Chine, Baidu Apollo Go, il y a Pony.ai aussi, très très impressionnant. Enfin, toutes ces boîtes-là, elles sont pas très très visibles. On parle souvent de Waymo, on parle souvent de Tesla, mais on risque de les voir en Europe, effectivement, même avant vous, parce que c'est des taxis qui vont sûrement, en tout cas sous Trump, jamais rouler chez vous, et que nous, on va sûrement non pas regarder le train passer, mais monter dedans, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des taxis autonomes, des taxis chinois dans pas longtemps. C'est ce qui nous attend, parce que aujourd'hui notre bataille, elle est pas du tout là-dessus. Nous, on est sur le moteur thermique. On s'est donné une date 2035, on a 10 ans. Pour arrêter le moteur thermique. Or, l'Europe, comme tu le sais, a été leader là-dessus, la France un peu, l'Allemagne surtout. Et donc, voilà, nous on ne parle que de ça. Alors, je sais pas ce que vous parlez vous aux États-Unis avec Tesla, l'électrique, etc. L'électrique est resté relativement modeste chez vous. Nous, ça monte pas mal, mais nous, pas il est hors assez. de question.
Il est hors de question que le moteur thermique disparaisse ici aux États-Unis. Non, nous, on s'est tiré une balle dans le pied. On va sûrement licencier des centaines de milliers de gens. Et donc, du coup, t'as deux camps aujourd'hui. La France complètement isolée, avec l'Espagne, je crois, et pas beaucoup d'autres personnes, pas beaucoup d'autres gouvernements, qui dit non, mais ça va le faire, vous inquiétez pas, on va même l'Allemagne. Ah non, l'Allemagne est contre. Enfin, elle veut suspendre. Oui, si tu veux, regarde les chiffres de vente de l'industrie allemande ces derniers mois, c'est catastrophique. Hein. Porsche aujourd'hui a des marges à 2-3% du niveau de Skoda, si tu veux. Donc c'est vraiment très mal. Un effondrement. Et donc, en revanche, tous les autres, effectivement, les constructeurs, les syndicats, tout le monde, les parties prenantes, les réseaux, les revendeurs, etc., disent arrêtons ce truc, on oublie, on fait comme les US, on s'en fout, on reste sur le thermique, un peu d'hybride si tu veux, etc., mais on va pas se tirer une balle dans le pied. Les robotaxis, voitures autonomes, moi ça fait, alors je suis petit-fils de garagiste, mais j'y connais pas grand-chose, je suis pas technicien, je suis pas mécanicien, mais ça fait une petite dizaine d'années que je regarde ça. En 2015, moi j'allais notamment au CES, et en marge donc à Las Vegas, en marge du CES, je montais dans des bagnoles autonomes, moins bardées de capteurs que tes Waymo aujourd'hui, et ça se passait très bien, tu vois, alors, dans le centre de Vegas, mais si tu veux, donc c'était Valeo notamment qui équipait ça. Donc technologiquement, j'ai envie de dire, c'est plié. Enfin, on sait faire, on sait la faire rouler. C'est juste une question maintenant de comment on a les autorisations et deux, on gagne de l'argent. Donc là, je laisse Flavie, Fabrice s'exprimer là-dessus, mais ça va être un peu les enjeux à suivre, quoi. Ouais. Non, moi j'avais bossé dans la mobilité avant et du coup les équilibres économiques sont ultra fragiles. Mais du coup on a aggravé ça avec cette loi contre les véhicules thermiques parce que du coup l'électricité, l'électrique coûte une blinde, le prix des voitures hors subvention, enfin c'est pas possible. Donc le user final ne veut pas payer ce prix-là pour se déplacer. Et du coup, je pense que c'est pour ça que s'il y a un match, de toute façon, il n'y a pas de match, ça va être soit américain, soit chinois, mais je pense que ça sera plutôt chinois parce que ils ont des véhicules plus modestes, ils ont des batteries qui coûtent moins cher, ils ont des business models en fait beaucoup plus adaptés au consommateur final, au moins dans les grandes villes en France. Et d'ailleurs, enfin voilà, je pense que les gens découvrent ça. Où n'était pas, il y a moins de publicité, de médiatisation. Mais moi, il y a 10 ans, j'étais à Shanghai et tout était électrique. Enfin, c'est-à-dire que l'infrastructure de véhicules électriques, de taxis autonomes, de livraison par drone, etc. Tout ça, c'est largement vulgarisé depuis des années en Chine. Et nous, on est, j'allais dire, on est sous-développé par rapport à ça, mais presque en fait. Donc, je pense que l'Européen, le commun des mortels, ne comprend pas cette réalité-là en fait. Ouais. Et ça fait écho aux annonces qui ont été faites lors de la COP 30 là par la Chine qui déclare qu'il va baisser ses émissions de CO2 de 7%. Je crois que c'est ça la promesse qu'ils ont faite. Et c'est peut-être en relation avec ça, puisque cette transition vers le tout électrique et les voitures autonomes, elle a déjà effectivement commencé en Chine. Et je vous le disais, Baidu Apollo Go, ça vient de dépasser Waymo en nombre de courses, 14 millions versus 10 millions, avec un coût 6 fois inférieur, 35 centimes le mile en Chine, alors que c'est $2 le mile ici aux États-Unis. Et j'ai l'impression, effectivement, Fabrice, que personne ici veut l'admettre dans la Silicon Valley, mais la guerre des robotaxis, la Chine est en train de la gagner, et les US, ils ont perdu, et ils ont perdu pour une raison, c'est que, on le voit bien avec Tesla, ils attendent des autorisations, même si c'est Trump, les autorisations n'arrivent pas, quoi. C'est on est face à une réglementation, à un problème de réglementation pour déployer massivement, alors que les Chinois n'ont pas ces problèmes de réglementation visiblement. Et forcément, c'est plus facile dans une dictature. Tu décides que c'est un enjeu suprême de la nation, ce qui est clairement le cas des Chinois sur le véhicule électrique et accessoirement autonome. Et ils ont vraiment décidé que c'était une priorité nationale. Il y a un nombre de marques qui ont éclos qui est incroyable. Si vous allez jeter un œil sur YouTube, sur la présentation des modèles chinois, vous allez tomber sur une gamme pléthorique de l'ultra bas de gamme, pas cher du tout, à des véhicules ultra sportifs qui ont des performances de malade mental et qui valent le prix d'une BMW de milieu de gamme. Donc, clairement, ils sont très, très, très en avance sur nous. Ça déborde d'initiatives, alors qu'au final, aux États-Unis, il y a Tesla. Point. Les autres sont inexistants. Donc, ça donne quand même l'impression que les Chinois font la course très largement en tête. Après, aux États-Unis, il y aura des robotaxis américains parce qu'il y aura pas
de robotaxis chinois qui parcourront le territoire américain. C'est une bête question de sécurité nationale. L'enjeu, c'est surtout l'Europe et la réglementation en Europe. Et là, les États-Unis font figure d'affreux libéraux à côté de ce que l'Europe va nous donner, parce que on a une tradition d'extrême réglementation. Pour rappel, l'une des réglementations qui a été introduite en Europe au début du véhicule à moteur, et donc autonome sans chevaux, c'était que en Angleterre, il devait être précédé d'un gugus avec une cloche et un drapeau rouge qui devait être à 20 mètres devant la voiture. Donc la voiture ne pouvait pas aller plus vite qu'un homme à pied, et on devait avoir, en plus du chauffeur de la voiture, parce qu'à l'époque on conduisait pas sa propre voiture, on en devait en avoir un autre qui, devant la voiture, prévenait que attention, un véhicule arrive. Ça a freiné l'innovation pendant 10 à 20 ans. Donc on est très très bon pour freiner l'innovation avec des réglementations. C'est pas forcément une mauvaise chose parfois, mais là, entre l'industrie automobile européenne qui est en train de crever la gueule ouverte, notamment en Allemagne, c'est les chiffres de vente de l'industrie automobile allemande sont affolants. Il y a des chances qu'on se retrouve tous dans des véhicules chinois très rapidement, parce que l'impératif de coût, le différentiel de coût entre les mototaxis américains et les mototaxis, les taxis autonomes chinois est bluffant. C'est un rapport de 1 à 6, donc c'est plié. C'est absolument plié. Et à chaque fois, tu as ce match Chine-US. C'est toujours la même chose. Bah on a oui, eu Tesla, BYD. On avait il y a 20 ans Google, Baidu. Là, on a Waymo, Apollo, tu sais, enfin c'est Baidu pareil. Donc je te contrôle ton moteur de recherche. Bon, finalement, on sait comment ça s'est terminé, mais là demain, c'est je contrôle vos trottoirs et la façon dont tout le monde va se. Et puis la chaîne logistique, parce qu'il y a le transport de marchandises, va y avoir droit aussi. Et là, pour le coup, aux États-Unis, le transport de marchandises par la route, c'est quelque chose. Contrairement en Europe où on a beaucoup d'alternatives à la route, aux États-Unis, c'est la route. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le marché européen, il semble moins fermé finalement en ce moment que le marché américain pour les Chinois. C'est-à-dire que il y a des tarifs d'importation qui sont hyper élevés. Il y a effectivement un Trump qui est comme un bulldog et qui préserve son marché organique. Et l'Europe, il y a pas de barrière tarifaire. Je me demande même si la régulation est pas moins stricte qu'aux États-Unis. Elle est pas très prête. Vous en avez quand même des milliers avec Waymo et d'autres dans plein de grandes villes maintenant. Nous, on les voit pas. En France, on les a pas. L'Europe géographique, t'as l'Europe continentale ou même UK évidemment. Donc Londres, moi je dis Londres, la Suisse, etc. C'est là où on va les voir assez rapidement. D'ailleurs, Waymo commence là un truc à Londres. C'est un signe, effectivement. Et l'Allemagne, ils font un truc hyper bizarre. Au début, j'ai cru qu'ils allaient accueillir Waymo, mais en fait, non. Je sais pas si vous avez vu, eux, ils ont une startup qui s'appelle Veille, qui est pas toute neuve, qui a 6-7 ans. VAY. Et c'est un compromis, tu dirais, un truc macronien, quoi. C'est du en même temps. C'est la voiture, ok, elle bouge toute seule. Il y a pas de chauffeur, mais en fait, elle est pilotée à distance. Mais chaque voiture est pilotée à distance. Tu vois, c'est pas le gars de Waymo. Par un Indien payé 200 €. Ça, je sais pas. Mais c'est un truc de dingue, quand même. Donc, t'as un chauffeur Uber, mais qui est chez lui, ou je sais pas quoi, dans un local, à quelques kilomètres, ou peut-être milliers de kilomètres, t'as raison, Fabrice, entre une machine à café et un bouton rouge d'arrêt d'urgence, quoi. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant cela, je voulais vous parler d'une société qui m'a vraiment impressionné, Matisse. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui permet d'investir dans des œuvres d'art contemporain majeures à partir de 20 000 €. Concrètement, vous pouvez co-investir dans des pièces signées Warhol, Basquiat ou Soulages, des artistes ayant profondément marqué l'histoire de l'art, reconnus par les institutions et les grands collectionneurs. Matisse vise un TRI net de 15% avec une durée d'investissement moyenne non garantie de 2 ans, pouvant aller jusqu'à 5 ans. J'ai parlé avec leurs membres et depuis 2023, ils m'ont dit qu'ils avaient ensemble investi dans 65 œuvres et 16 d'entre elles ont déjà été revendues. Si investir dans l'art vous intéresse, rendez-vous sur matisse.club pour en savoir plus. Mais attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Allez, retour à ton épisode. Et puis, le 6 novembre dernier, Jensen Huang, qui était en Chine, justement, le CEO de Nvidia, c'est le mec qui fournit les chips à tout le monde, il lâche au Financial Times
China will win the AI race. Bon, bah voilà. Et il cite les coûts énergétiques qui sont plus bas en Chine. C'est justement cette vitesse d'exécution, parce que comme tu le rappelles, c'est une dictature, donc forcément, quand les décisions sont prises. Il y avait eu Jean-Louis Kegner qui était venu dans un épisode de Silicon Carnet et qui nous avait fait une très belle démonstration. Je crois que tu étais avec nous, Seb, quand il avait dit ça. Je ne rate jamais un épisode de Silicon Carnet. De toute façon, comme je suis investisseur d'Angladia, je l'ai forcément écouté. Et tu es investisseur en plus d'Angladia. Ouais. Mais effectivement, où il expliquait que dans cette course à l'intelligence artificielle, la capacité de décision des États est cruciale. Et effectivement, en Chine, cette capacité de décision, elle est divisée par 1, c'est-à-dire le Parti communiste chinois. C'est lui qui décide, et peut-être même Xi Jinping. Alors qu'aux États-Unis, il y a des intérêts, ils sont plus qu'un, et lui disait, le problème en Europe, c'est que les décisions sont divisées par 450 millions. Et puis autre grosse différence notable, c'est que en Chine, quand tu regardes le comité central du Parti communiste, t'as que des ingénieurs. C'est sûr que ça facilite les choses. Ah, ils comprennent peut-être un peu mieux ces enjeux-là, quoi, en fait, ouais. Donc il balance cette bombe et quelques heures après, il va faire du moonwalk, le père Jensen Huang. Il dit non, j'ai pas vraiment voulu dire ça. Je voulais dire qu'en fait, c'est vachement important que les États-Unis fassent la course en tête et que la Chine bouge très très vite. J'ai pas dit qu'elle avait gagné ou qu'elle va gagner, mais bon, bref, le mal était fait. Et d'ailleurs, on a vu derrière s'enchaîner ces décrochages en bourse suite à ces annonces-là. Je sais pas si c'était volontaire de la part de Jensen Huang, mais ça a eu effectivement son effet. Je sais pas. Mais oui, il y a quand même une question. On se dit que peut-être qu'effectivement les États-Unis sont en train de gagner la guerre de l'intelligence artificielle du côté des modèles, mais quand il s'agit de ce que Elon Musk appelle déplacer des atomes, c'est-à-dire la robotique, le hardware, là, la Chine est clairement en avance sur tout le monde. Ouais, d'autant plus qu'ils ont imposé un modèle de société qui est à fond dans ces trucs-là. Et donc forcément, ils ont une base utilisateur qui dépasse l'entendement, un retour d'expérience utilisateur qui dépasse l'entendement, un marché intérieur spectaculairement énorme. Donc ils ont tous les atouts pour réussir à cette guerre, parce que effectivement, ils s'emmerdent pas avec de la régulation. Et j'insiste là-dessus, ils ont à la tête du pays des gens qui ont une formation scientifique. Moi, je disais aussi, il y a un petit glissement soft power de la Chine par rapport aux États-Unis. Je sais pas si tu as remarqué. Est-ce que vous suivez ce mec, comment il s'appelle, Yuan Pu Wang? Tu vois qui c'est, ce mec-là, un influenceur Yuan Unpacks China. Il fait des petites vidéos short comme ça sur la Chine pour expliquer le modèle. Et je trouve que la Chine, ils essayent notamment vis-à-vis de l'Europe, de montrer qu'ils ont un modèle, contrairement aux États-Unis, collectiviste, socialiste, parce qu'on va en parler tout à l'heure, et donc de flatter un peu ce côté bien commun. On parle écolo, c'est nouveau ça. Ouais. Et je vois ce petit glissement. Alors c'est pas visible partout parce que Chine, clairement, dont vous parliez la semaine dernière, c'était pas le cas. Mais je sens que ça peut activer la corde sensible aussi au-delà des modèles économiques dans des profils européens. Donc voilà, à voir jusqu'où ça va aller en termes de soft power. Et Carlos, t'as vu la déclaration du patron d'NVIDIA? Je crois qu'au même moment où vraiment ça s'est joué à 24 heures près, il y a eu cette intervention aussi de la CFO d'OpenAI. Vous n'en avez pas encore parlé sur Silicon Valley. Qui demandait un buyout. Oui, voilà, qui a dit bon, ce serait pas mal de nous garantir. Et dans la foulée, jusqu'à Sam Altman, mais tout le monde a rétropédalé ou a démenti. David Sachs a dit qu'il y aura jamais de buyout. Voilà, si OpenAI tombe, on les laisse tomber et quelqu'un prendra la place, un autre, un Anthropic ou je sais pas qui. Mais tout le monde effectivement a contesté, mais depuis plusieurs jours, et c'est arrivé jusqu'en France. Donc maintenant, on a plus 6 mois de retard, on a parfois quelques heures de retard. La question sur toutes les lèvres, c'est est-ce que OpenAI est too big to fail? C'est pas le thème du jour, mais c'est compliqué de ne pas citer dans un épisode de Silicon Carnet OpenAI, qui est quand même la boîte la plus chaude du monde depuis quelque temps. Et ça nous ramène à tes déclats de Jensen Huang, effectivement, en disant on est parti, on s'est tous mis là dans une guerre sino-américaine, vu tout le pognon qu'on met dedans et l'énergie, ça serait quand même dommage que ça dérape, quoi.
Je vous propose de écouter ce petit clip. Ça se passait dans le podcast génialissime qui s'appelle BG2, où justement Bill était en train d'interviewer Sam Altman et je crois qu'il y avait aussi Satya Nadella de Microsoft. Et il a posé la question justement de la dette. Comment est-ce que OpenAI pouvait lever autant d'argent par rapport à son chiffre d'affaires qui reste encore faible par rapport aux montants qui sont demandés. Et on a vu un Sam Altman pour la première fois s'énerver un petit peu et de dire à Bill, qui est un des investisseurs d'OpenAI de la première heure, de dire écoute Bill, si tu veux revendre tes parts, je connais plein de monde qui les rachèterait. Je vous propose d'écouter ce petit clip, c'était assez drôle effectivement. On sent que ouais, c'est hot en ce moment du côté de l'intelligence artificielle sur les marchés américains. Can the company with 13 billion in revenues make 1.4 trillion of spend commitments? You know, and you've heard the criticism, First Sam. of all, we're doing well more revenue than that. Second of all, Brad, if you want to sell your shares, I'll find you a buyer. I just, enough. Like, you know, people are, I think there's a lot of people who would love to buy OpenAI shares. I don't think you would. Including myself. Including myself. People who talk with a lot of like breathless concern about our compute stuff or whatever that would be thrilled to buy shares. So I think we could sell, you know, your shares or anybody else's to some of the people who are making the most noise on Twitter, whatever, about this very quickly. We do plan for revenue to grow steeply. Revenue is growing steeply. We are taking a forward bet that it's going to continue to grow, and that not only will ChatGPT keep growing, but we will be able to become one of the important AI clouds. Alors certains y voient une lueur d'espoir, comme quoi toutes les États-Unis ne sont pas pro-Trump, comme on le laisse penser quelquefois en Europe et particulièrement en France, puisque le 4 novembre, Zoran Mamdani, 34 ans, ex-rappeur, socialiste-démocrate, remporte l'élection municipale de New York. C'est vraiment un tremblement de terre. Hein. Bon, tout le monde s'y attendait un petit peu, mais là, vraiment... il y a une sorte de lueur d'espoir, comme quoi les démocrates ne sont pas morts, et avec un slogan très intéressant. Je me suis du coup intéressé un petit peu à cette campagne, qui a été une campagne qui a été orientée essentiellement vers les jeunes, et il avait un mot d'ordre en disant voilà, le capitalisme ne marche pas pour la jeune génération, et les démocrates classiques, hein, les Cuomo, tout ça vous ont berné par le passé, et le message de Mamdani, c'est de promouvoir une vision démocrate beaucoup plus radicale, beaucoup plus socialiste. Alors attention, hein, socialiste dans la bouche des Américains. Hein, on est quand même loin on est loin de Trotsky quand même, mais il y a des mesures qui sont effectivement très de gauche, hein, et qui touche à des vrais problèmes. Moi, ma fille, elle vit en ce moment à New York, elle bosse à l'ONU, et effectivement, les loyers, par exemple, Mamdani propose que on gèle les loyers parce que les loyers sont devenus exorbitants. Hein. Ma fille, elle est en coloc, elle doit avoir une chambre qui doit faire à peu près 8 mètres carrés, et elle paye $2 500 par mois. Voilà. Et ils sont 3 dans la coloc, quoi. C'est ça les prix, quoi. Il veut aussi rendre les crèches gratuites, les transports en commun, notamment les bus, seront gratuits, et bien évidemment, il a une recette à la Zuckman pour faire passer tout ça, puisqu'il veut taxer les riches pour payer l'addition. Comment est-ce que ça a été vécu, cette victoire de Zoran en France, Fabrice? Comme une espèce de soulagement. Enfin, la France est particulier parce que tout ce qui concerne Trump est traité dans un angle négatif. Donc, par effet miroir, cette victoire a été vécue comme quelque chose d'extrêmement positif par une large majorité des médias. Ceci dit, en termes d'information, c'est tout autant biaisé que l'information qui est sur Trump, donc il faut aller gratter pour essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai du mal à voir si c'est juste un épiphénomène new-yorkais. Moi, j'ai habité New York étant gamin, donc je me rends compte quand même que New York et les États-Unis, c'est deux choses très très différentes. Ah oui. Et qu'il y a une immense différence entre les États-Unis en moyenne, si tant est qu'on puisse faire une moyenne,
et New York qui est une ville incroyable mais très très étrange. Donc, est-ce que c'est le début d'un renouveau chez les démocrates et d'un renouveau par les extrêmes, effectivement? Et après tout, les républicains se sont renouvelés à travers le Tea Party qu'a donné Trump par les extrêmes. Donc, ça serait assez cohérent comme développement d'une société qui est totalement polarisée. C'est pas forcément une super nouvelle pour les États-Unis dans leur ensemble, mais on va voir. Ce qui est clair, c'est que dans une échelle américaine, le mec est un affreux communiste. Hein, ça c'est incroyable. Pour les Américains, enfin pour le mec en Floride, le mec en Floride, c'est un communiste et il faut préparer l'armement et faire des stocks de munitions. Ouais. Pour des Français, c'est similaire à Hidalgo finalement comme positionnement vis-à-vis de. Ouais, c'est Anne Hidalgo. C'est du Anne Hidalgo. Donc c'est vraiment très très loin d'être de l'extrême gauche. Mais pour un Américain, il s'habille pas quand même chez Christian Dior, mais. Alors non, parce que il a pas eu le temps de s'embourgeoiser non plus. Hein. Hidalgo, elle a mis des décennies avant d'en arriver là. Mais ça va peut-être venir bientôt. Ouais. Ça reviendra. Pour l'instant, on est au début. Dans 10 ans, il s'habillera chez des couturiers français ou pas. On va voir. J'allais dire, moi, heureusement que tu m'as pas demandé à moi, parce que moi, je suis peut-être la seule dans Silicon Carnet à écouter France Inter, donc forcément, ils étaient trop contents qu'il ait gagné la mairie de New York. France 5 aussi, je crois. Et mais par contre, ils parlaient de ça sur France Inter, parce qu'ils ont fait une grande étude sur la jeunesse en France, mais je pense que ça concerne aussi tout ce mouvement, du coup, à New York, la fille, etc. C'est que ils ont appelé ça le grand déclassement, point d'interrogation. Donc, c'est une étude du Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Et en fait, le résultat en France, mais je pense que c'est pareil dans plein de pays, c'est que il y a un déclassement de la jeunesse et du coup, les voix se reportent vers les extrêmes entre guillemets. Et clairement, lui, il a parlé à la jeunesse, il a fait des mesures parce qu'ils sont quand même déclassés en salaire, ils sont déclassés dans le travail. Là, les IA, qu'il y a plus de juniors, etc., ça va ne faire que s'empirer. Ils ne voient pas comment le capitalisme peut fonctionner pour eux. Donc voilà, je pense que New York, c'est une ville plus jeune aussi, et c'est eux qui ont complètement dominé l'élection. Je te confirme, hein, ma fille a voté Mamdani. Hein. Ça, c'est absolument. On en parle régulièrement. Ma fille, elle a fait Sciences Po, Berkeley. Donc, je sais pas si tu vois. Donc, au niveau formatage, il n'y a pas de problème. Ensuite, elle a été travailler à Washington pour la campagne de Kamala Harris. Voilà, c'est une désespoir total suite à l'élection de Trump. Bon, malgré tout, elle est arrivée à trouver un boulot à l'ONU, comme quoi les démocrates sont encore à peu près solidaires, en fait. Bon, elle se pose quand même des questions en me disant, je sais pas si je devrais pas aller bosser à l'OTAN parce que la guerre a quand même plus d'avenir que l'ONU, ça c'est certain. En ce moment, mais non, mais elle est pro Mamdani et elle trouve Mamdani génial et il y a un véritable écho et elle a absolument raison quand elle dit que le capitalisme aujourd'hui a oublié les jeunes sur le trottoir. Et ça, d'ailleurs, le soir de la victoire de Mamdani, il y a un vieil email qui date d'il y a 5 ans, qui refait surface. C'est un email de Peter Thiel, ce milliardaire libertarien, cofondateur de PayPal, et puis aujourd'hui cofondateur aussi de Palantir, investisseur pro-Trump. Je le dis pour si jamais il y a des gens encore qui vivaient sous une roche qui écoutent Silicon Carnet. Et en 2020, il envoie un mail à Mark Zuckerberg, je vous le montre ici, et à Marc Andreessen aussi en copie. Et il dit, quand à 70% des millennials qui se déclarent pro-socialistes, on peut pas se contenter de les rejeter en les traitant d'imbéciles, d'arrogants ou de victimes d'un lavage de cerveau. Nous devons essayer de comprendre pourquoi. By the way, je dis la même chose à propos des gens qui votent à l'extrême droite. Et quelquefois, on me dit, mais il est devenu un affreux réactionnaire ou un affreux conservateur. Pas du tout. Moi, je dis exactement la même chose des gens de l'extrême droite que Peter Thiel, ce que disait Peter Thiel il y a 5 ans, des gens de l'autre côté. Et aujourd'hui, Peter Thiel, il recommence, il double down, il fait une interview chez Free Press et il dit, lorsque l'on réduit les jeunes à l'état de prolétaires, c'est ces termes, il faut pas s'étonner qu'ils finissent par devenir communistes. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est un discours qui fait écho à une autre personne que j'adore suivre et je sais pas si vous le suivez, c'est Prof G, c'est ce professeur du NYU, l'université de New York, Scott Galloway, qui est aussi un podcasteur. Alors lui, qu'on peut pas dire de droite, hein, il est plutôt
je sais pas, centre-gauche, pardon, et ça fait des années qu'il dit exactement la même chose. L'Amérique fait la guerre à la jeunesse. Je vous envoie d'ailleurs, je mettrai le lien vers son TED Talk qui date d'avril 2024, qui dit les boomers, il pointe du doigt les baby boomers qui ont volé le futur des jeunes. Alors moi, je sais pas, je voulais en parler avec vous parce que je me dis, tiens, là, une sorte d'alignement tout d'un coup de la droite conservatrice en la personne de Peter Thiel, cette droite libertarienne, et de Scott Galloway qui est de la gauche modérée, qui disent exactement la même chose. Ils disent le capitalisme fonctionne plus pour les jeunes, et ça, c'est un véritable problème. Mais d'ailleurs, tu l'as en France un peu aussi, hein. En fait, tu vois, l'expression c'est Nicolas qui paye, c'est une expression plutôt attribuée à l'extrême droite, enfin à l'extrême droite, en tout cas à la droite. Et c'est quoi cette expression? C'est un peu le côté, c'est plus qu'un jeune, c'est un jeune actif. Mais c'est un jeune actif qui paye pour les boomers, qui paye pour les retraites. Donc l'exaspération est des deux côtés et elle se manifeste par deux courants de pensée différents. Mais au final, on retrouve un peu ce côté un peu désespéré du système et c'est nous qui payons les pots cassés. Mais c'est quand même fou se dire que, parce que New York, c'est quand même la capitale mondiale de la finance. Et qu'il y a un maire socialiste qui se retrouve à la tête de la capitale mondiale de Wall Street, de la finance, et que peut-être que le Rassemblement national passe au pays des droits de l'homme, on se dit mais le monde, on a pété un plomb, on marche. Le pays des droits de l'homme, il s'est torché avec la vie privée à travers et la liberté d'expression, la présomption d'innocence. Et c'est terminé les droits de l'homme. C'est un vieux branding défraîchi. Mais la réalité, c'est qu'on a saccagé les droits de l'homme ces 15-20 dernières années et qu'on n'est plus du tout le pays des droits de l'homme. C'est Chat Control qui va repointer le bout de son nez. C'est pas passé, Chat Control. Non, il repasse dans 2 mois. Tu crois? Oui, je sais. Et il repasse dans 2 mois. Il va être représenté dans 2 mois peut-être, mais peut-être qu'il ne repassera pas cette fois-ci, quoi. Ah, si, ça fait déjà, c'est déjà la 2e ou 3e fois qu'il était pas passé, hein. Ils vont le repasser. Ils vont le repasser jusqu'à ce que ça passe. Par ailleurs, en dehors de Chat Control, tu as déjà une quantité de technologies de surveillance qui font que ta vie privée, en réalité, elle est non seulement dans les mains des GAFAM, mais elle est aussi de plus en plus dans les mains des États. La liberté d'expression. Y compris aux États-Unis, hein, Trump, sincèrement. Même j'ai des potes qui sont américains et qui me disent américains, hein, je ne parle même pas de gens en visa ou de gens en green card, qui me disent moi à chaque fois maintenant je passe les customs, la douane, en rentrant dans mon propre pays, j'ai peur de me faire emmerder dans une second inspection, c'est-à-dire le bureau, tu vois, si on te dit bah vous allez faire un tour parce que j'ai des propos véhément contre Trump et où je suis engagé politiquement et on a de plus en plus de second inspection pour des Américains. Je parle d'Américains. Hein. C'est ah ouais, mais c'est terminé les droits de l'homme, c'est fini. Je trouve que ça dépasse un peu ce clivage. Enfin, si je peux me permettre, c'est plus large que ça. C'est que le travail ne paye plus. Donc, c'est le capital qui paye et plus le travail. Et en fait, l'effet du capital, c'est que ça ne fait que grossir. Et c'est délétère. Parce que là, aujourd'hui, on peut plus s'enrichir avec le travail. Moi, je le vois bien dans ma veine entrepreneuriale. C'est pas pour rien que tout le monde veut devenir entrepreneur et qu'on dit, si t'es un salarié, tu crées pas d'actifs, tu n'as pas d'equity. Et les jeunes, ils sont à fond. Make money quick, etc. Ils sont en mode, ils veulent créer leur propre destin. Et là, je crois que tu nous montrais quand on préparait l'émission, le capital est aux mains des boomers, donc en fait tu gagnes plus rien, tu peux plus t'acheter d'immobilier et donc là il y a un vrai sujet. Mais je montre effectivement ce graphe, Flavie, effectivement tu as raison, c'est un graphe qui montre la différence entre la progression des salaires et la progression des actifs, comme par exemple la bourse, quoi. C'est-à-dire que effectivement depuis 1974 les salaires ont progressé, c'est les chiffres américains, de 40%, alors que si on prend le S&P 500, la progression a été de plus 4000%. Donc c'est un truc de malade. Et t'as absolument raison. J'avais envie justement de reprendre quelques chiffres là-dessus parce que les chiffres sont très intéressants sur justement cette transfert de richesse générationnelle qui est complètement inversé. En 1989, et je montre le graphique, les moins de 40 ans disposaient de 12% de la richesse et les plus de 70 ans de 19%. Fast forward en 2025, ces moins de 40 ans ont 7% de la richesse et les plus de 70 ans
ont 30% de la richesse. Et les boomers, ceux dont on parle là, c'est-à-dire nos parents, hein, moi je suis Gen X, ils détiennent 51,4% de toute la richesse, en tout cas aux États-Unis. Et j'ai trouvé un chiffre, c'est notre ami Quentin, tu te rappelles Sébastien, qu'on avait reçu Quentin, il a fait à peu près le même comparatif, hein, avec la France. C'est la même chose en France, hein, Sébastien. On a une richesse qui est détenue en grande partie par ces baby boomers qui réclament aujourd'hui en plus qu'on leur paye leur retraite. Non seulement ils ont tout, et en plus ils voudraient qu'on leur paye leur retraite. C'est sûr que si t'as pas de capital, si t'as pas pu investir en action parce que t'es trop jeune, parce que t'as pas d'argent, etc., t'as pas eu d'épargne, et ou que t'as pas non plus de toit sur la tête, t'as pas pu investir dans l'immobilier, on va dire il y a plus de 10-15 ans, t'es pas bien parce que l'immobilier est très cher, tant aux US qu'en Europe. Et que alors c'est sûr, t'as des démographes, des économistes qui vont dire mais vous inquiétez pas, la grande transmission va régler tout ça, puisque tes boomers vont partir entre maintenant et dans maximum 15-20 ans. Sauf qu'en fait, oui, c'est la Gen X qui va hériter, c'est pas tes enfants. C'est pas tes enfants. Ouais, enfin, voilà, oui, en gros, c'est tu nous, vas exactement. le problème et tu vas le reproduire, ça va rien changer. Ouais, là je montre le graphique, hein. Regardez comment est-ce qu'est détenue la comment dire la fortune aux États-Unis, hein. Donc les baby boomers, 83,3 trillions de dollars, Gen X après 42, mais millennials et Gen Z 17 milliards, c'est que dalle, quoi. Et puis en plus, c'est que cette Gen Z dont on parle, elle a sur le dos des prêts étudiants à rembourser. C'est non seulement elle détient rien, et donc du coup, il faut pas s'étonner. Si tu n'as rien et que tu as un prêt, comment veux-tu t'engager dans une relation, faire des enfants et tout ça? Et en plus, on est en train de leur expliquer maintenant que la planète c'est foutu et que l'intelligence artificielle fait qu'ils auront pas de job demain, quoi. En fait, sincèrement, moi je pense à mes filles, hein, qui ont 19 et 22 ans, et je suis sûr que dans l'audience, il y a plein de gens qui sont dans mon cas avec des enfants ados. Qu'est-ce qu'on leur dit? Je sais pas moi, Flavie, qu'est-ce que tu réfléchis à? Enfin, ils sont petits les tiens encore, mais Ouais, surtout que moi, je peux pas trop me projeter parce qu'on n'a pas le même niveau de dette, hein, quand on est en France. Donc, si tu veux, par exemple, le discours aussi, faut entreprendre, etc. C'est sympa, mais quand tu as une dette colossale de plusieurs centaines de milliers d'euros à rembourser, en fait, je pense que du coup, c'est pas aussi libérateur. Et après, moi, j'ai juste un petit point sur le côté être son propre maître dans l'entrepreneuriat et tout. Oui, mais ce que je constate en grattant un peu, c'est que quand même l'entrepreneuriat, il y a une forme de reproduction des élites. Et même moi, dans mes business qui sont plus sans capitaux de départ, même les solopreneurs, quand tu grattes un peu, il y a un capital culturel, il y a des anciens avocats, il y a des anciens cadres comme moi. Donc, je suis pas complètement à l'aise avec le discours aussi de la libération par le capital et créer son propre capital entrepreneurial notamment. Donc voilà, je j'ai pas de réponse. Je veux dire par là que les gens qui sont peut-être les classes moyennes basses se lancent moins que des gens qui ont bien sûr. fait plus, ça leur demandera beaucoup plus d'efforts, forcément. Ça leur demande beaucoup plus d'efforts, c'est ça? Évidemment. Ouais. Parce que toi tu le vois, parce que t'as ce bootcamp là où tu reçois des dizaines et des dizaines de solopreneurs qui ont envie justement de se libérer du joug du patronat. C'est l'artisan digital, hein, finalement. Ce mouvement-là, il a déjà existé à l'époque de l'artisanat. Hein, je vois surtout dans les grandes figures médiatiques, en fait, qui sont là, genre on peut tout faire, c'est toi qui décides, c'est ton propre chemin et tout. Mon cul, en fait, la plupart, ils ont un capital de départ, peut-être un peu moindre que les start-upers, avec le côté versaillais de je lève du love money avec tous mes potes de Versailles et les potes de mes parents, mais il y a quand même ce gap culturel qui fait que c'est pas si simple que ça de se recréer sa propre trajectoire financière indépendamment de l'État et indépendamment de ce que l'État fait pour toi. Ouais. Pas étonnant, Fabrice, du coup, que les jeunes n'ont plus d'enfants. Hein. Je montre ce graphe. 1993, 60% des 30-34 ans avaient au moins un enfant. 2025, ils sont plus que 27%. Ouais, il suffit de regarder une pyramide des âges en France pour s'apercevoir qu'il y a un gros problème, un gros problème. Et il y a un deuxième gros problème qui est les retraites par répartition, avec une population qui refuse de regarder les mathématiques et la démographie en face et qui est convaincue que on va pouvoir continuer comme ça. Et c'est terrible, hein, parce qu'il y a pas moyen de faire entendre raison
à des gens qui sont mais sincèrement convaincus que le système par répartition est quelque chose de juste et qu'il faut le perpétuer, mais que c'est basé sur deux concepts clés, qui est la croissance de la population et la croissance de l'économie. On n'a ni l'un ni l'autre. Donc on est dans une impasse. C'est pas du tout la même effectivement que les gamins américains qui se retrouvent propulsés dans la vie active avec une dette qui représente l'équivalent d'un studio à Paris, mais c'est une impasse également. Et c'est vrai que, pour revenir sur ce que disait Peter Thiel ou le nouveau maire de New York, le capitalisme a baisé la jeunesse, c'est clair. C'est pas un hasard d'ailleurs si l'extrême droite qui cartonne en France est quand même sur un programme économique et social socialiste, très à gauche. Socialiste, hein. Ouais, bah c'est d'abord la responsabilité des politiques. Merci de le rappeler dans ton point de conclusion, sans le dire expressément, parce que tu dis les Français, mais effectivement les Français ils entendent bien ce qu'ils veulent entendre. Donc si tu leur dis oui, on peut reculer, on peut décaler. Cette semaine, tu vois, on a suspendu la réforme des retraites. On a des politiciens qui sont irresponsables dans leur discours public sur la situation de l'économie. On a un ministre des Finances, un ex-ministre des Finances qui a menti de façon et qui est en train de se rattraper aux branches d'ailleurs là en ce moment en faisant une espèce en disant qu'il s'est planté quoi. En gros, on s'est planté, il dit. Ouais, on s'est planté, on a confondu 4 et 5,9 en déficit. Ils sont pas plantés, ils ont menti, ils ont menti. C'est pas la même chose. Et de toute façon, la conclusion est la même. Pour les gens qui débarquent aujourd'hui sur le marché de l'emploi, ils arrivent à une période qui est absolument noire, et faire un gosse quand tu sais absolument pas si tu vas avoir la possibilité d'avoir un emploi à horizon 5 ans, faut vraiment avoir du courage, hein. Non, mais c'est ça qui est dingue, parce que si c'est ça, à la fois aux États-Unis, si on a cette problématique, parce que c'est une problématique démographique, bon, alors tu me diras peut-être qu'à l'époque de l'IA, on s'en fout maintenant de la démographie, si effectivement c'est les robots qui bossent. Oui. Mais il faut quand même des mecs pour téléguider les robots là, parce que le robot qu'ils ont sorti là, le fake robot. Le Néo là, ouais, tout à fait. Ouais, mais ceci dit, c'est vrai ce que tu dis. Si demain les robots en question deviennent une réalité tangible, ça bouleverse complètement l'équation. Et on change complètement d'équation avec des conséquences qui vont être mais très très lourdes, hein. Le recours à typiquement la discussion autour des flux migratoires, ça va radicalement changer le jour où tu peux acheter un robot autonome à 30 000 balles qui fait le ménage et le repassage. Ça va être un bouleversement majeur civilisationnel. Plus que le ménage et le repassage, Fabrice, ça va être qui va être capable de récolter les pommes dans les champs, quoi. Parce qu'aujourd'hui, bon, ça marche pas encore, hein. On n'y est pas, mais bientôt, si oui, parce que c'est là que l'immigration. On en parlait lors du dernier épisode de Silicon Carnet. Les blue collars, c'est-à-dire les cols bleus, hein. On en a encore besoin. En Floride, qui est pro-Trump, anti-immigration, ils sont en train de se mordre les coucougnettes, hein. Ils ont besoin de 439 000 personnes dans la construction. Tiens, les mecs, c'est quand même là, tu te dis putain, le niveau d'IQ, hein, pour comprendre effectivement qu'ils ont foutu dehors tous les Mexicains. Bien évidemment que il y a un problème tout d'un coup, et il manque 439 000 personnes en Floride pour finir les baraques. Et alors là, les mecs en Floride pro-Trump avec leur Coca-Cola et machin, ils se disent merde, ma baraque elle sera finie en 2029 maintenant, quoi, en fait, hein, puisque on a personne pour bosser, à moins qu'effectivement on substitue ça par les robots, mais il faut pas déconner, ça va pas se passer dans les 5 ans qui viennent, hein. Donc là on est face à un paradoxe. Autre paradoxe, c'est cette Silicon Valley, cette capitale mondiale du capitalisme tech, quoi. En fait, c'est le berceau de toutes ces boîtes tech. C'est l'endroit où on devient milliardaire à 30 ans. Et il y a un paradoxe hallucinant, c'est que les jeunes de la tech, hein, parce que vu de France, souvent on me dit ouais, mais la Silicon Valley est pro-Trump, mais pas du tout. Moi, je discute avec les gens. Les jeunes de la tech, ils sont certes bien payés, mais ils sont de plus en plus critiques, hein, du capitalisme. Alors oui, ils gagnent peut-être plus de 150 000 balles par an, mais ils peuvent pas s'acheter de maison à SF. Ils bossent 60 heures par semaine. Ils ont effectivement 100 à 300 000 $ de dettes à rembourser sur 20 ans. Ils regardent leurs parents assis sur des maisons qui valent 3 millions, qu'ils avaient acheté 200 000 $ en 1995 et qui ne revendent pas, quoi, en fait. Donc il y a aussi cette pensée là, y compris ici dans la Silicon Valley, et on a un peu la même chose en France, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Moi, j'ai l'impression que là, je reviens de France. Les jeunes de la tech en France, ils sont d'abord issus majoritairement de classes plus privilégiées, comme tu disais, Flavie.
ils vivent à Paris. Bon, ils bossent pas 60 heures par semaine, mais ils ont pas de dette à rembourser. T'as raison. Et puis, alors ils sont plutôt anticapitalistes, c'est vrai, mais c'est plus pour des raisons idéologiques. Alors que j'ai l'impression ici que dans la Silicon Valley, ce qu'on voit ici à New York, c'est ils sont anticapitalistes pour des raisons de survie, vraiment, parce qu'ils ont besoin, par exemple à New York, que les loyers soient gelés, parce que sinon ils ne s'en sortent pas économiquement. C'est beaucoup moins pour des raisons idéologiques, j'ai l'impression, que pour des raisons vraiment économiques. Ce que j'avais mais lu ça dans converge quand même. Ce que j'avais lu dans l'étude, c'est que les plus déclassés, le plus gros sentiment, c'est chez les hauts diplômés. Parce qu'en fait, ça a énormément progressé en 20 ou 30 ans. Avant, il y avait un haut diplômé sur 5 en France. Et maintenant, il y en a genre 4 sur 5. Alors, pour plein de raisons, mais aussi, du coup, finalement, le fait d'avoir un diplôme, c'est plus dilué, enfin, ça, c'est moins utile. Et en fait, eux qui se sentaient, entre guillemets, avoir fait un bac plus 5 ou je sais pas combien, eh ben, ils ne perçoivent plus les fruits de ce travail académique, en tout cas. Et on voit aussi peut-être la perte de valeur, de la valeur étude. Et ça, on en parle souvent avec l'IA. Moi, tu me disais, qu'est-ce que je dirais aux jeunes? Je sais pas, je dirais peut-être c'est pas la peine de dépenser 300 000 balles dans des écoles qui finalement te forment quand même moyennement bien à l'avenir, qui te donnent aucun ROI par rapport au reste. Et ça va être sacrément disrupté aussi, tous ces business-là, quoi. C'est un peu flippant comme situation, Fabrice. Historiquement, quand les plus diplômés n'arrivent pas à s'en sortir, généralement ça donne pas des choses géniales. Historiquement, c'est l'un des facteurs qui mène à une guerre civile ou à une révolution. Alors tu sais qu'il y a plein de monde qui disent oui, Fabrice Epelboin, il vient dans Silicon Carnet, nous annoncer la guerre civile toutes les semaines. C'est sa petite marotte. C'est pas que la mienne. Il y a une quantité invraisemblable de chercheurs, aussi bien aux États-Unis qu'en France, qui regardent les signes avant-coureurs et qui commencent à voir tous les clignotants passer à l'orange ou au rouge. C'est de toute façon, surtout sur le continent européen, on est dans une situation où de plus en plus la guerre apparaît comme le seul échappatoire. Après, est-ce que ce sera Macron qui déclenchera ou qui s'embrigadera dans une guerre avec la Russie, ou juste le pays qui va collapser dans une forme de guerre civile, on va voir. Mais l'avenir est plutôt de cet ordre-là pour le continent européen et la France. Alors moi je ne le pense pas, je suis beaucoup plus optimiste que toi, mais c'est vrai que ça va se passer sur un plan politique et on voit les jeunes, j'ai l'impression qu'ils se mobilisent de plus en plus politiquement et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que aussi ils vont être déçus. Mais peut-être c'est la meilleure recette pour être déçu. Ils vont s'enthousiasmer. On va voir avec Mandani à New York. Non mais attends, l'espoir fait vivre. Merde, Fabrice, sinon on est foutu quoi. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que les politiques, tu en parlais Sébastien tout à l'heure, ils ont leurs électeurs, c'était plutôt des boomers quoi jusqu'à présent. D'ailleurs, on a beaucoup reproché à Macron Macron? Oui, non, à Bayrou, quand il a pointé du doigt les boomers, on leur a dit mais attends, et qu'est-ce que tu fais, c'est nos électeurs. Et c'est vrai qu'ils ont y compris aux États-Unis, les boomers ont construit un système où par exemple, je le montre, ils captent 8 fois plus de ressources fédérales que les jeunes. C'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire que tous les systèmes d'aide ou des trucs comme ça vont en grande partie en fait vers cette population. Mais tout ça n'est pas nouveau. Enfin, tout ce qu'on dit là depuis quelques minutes. On a le même genre de truc en France. Carlos, voilà, que les jeunes aient pas beaucoup d'argent, qu'ils aient des difficultés à se loger, qui votent peu, etc., et qui parfois c'est des cycles, ils ont du mal à s'insérer dans le marché du travail. C'est pas nouveau. Là, en revanche, on sent que effectivement, on va peut-être au bout du bout, peut-être même au-delà du capitalisme, de nos démocraties. Quand Fabrice parle de guerre civile ou de droits de l'homme, etc., c'est ça que j'entends dans son discours, et je peux au moins le rejoindre là-dessus, parce que je suis beaucoup moins pessimiste sur le reste. C'est que on est au bout d'un truc, et les US sont évidemment dans le même système. Donc, et quand t'es jeune, c'est vrai que on est quand même désolé pour eux, parce que c'est là où t'es censé avoir de l'optimisme, des facilités, aussi un unfair advantage par rapport à d'autres classes d'âge parfois un peu moins réactives, un peu tu vois, un peu moins véloces, on va dire. Là, c'est sûr que l'IA n'aide pas. 2025, t'as 20 balais, c'est pas ouf quoi.
Si, c'est ouf pour un truc. Attends, moi, je mets une petite dose d'optimiste pour tes concurrents, Carlos, là, les youtubeurs, les créateurs, toute l'économie des créateurs en plein boom et tout ça. Là, j'étais au Web Summit, il y avait plein de confs sur la Gen Z, plutôt pour les comprendre en tant que consommateurs. Et les mecs, ils sont complètement décomplexés des réseaux sociaux, ils sont décomplexés de tout, ils lancent leur business en ligne. Il y a une meuf qui avait un empire de fitness avec je sais pas combien de centaines de millions qui faisait enfin pour nous c'est des trucs d'influenceurs qui veulent rien dire mais c'est déjà des business multi 7 chiffres. Voilà. Bon, je sais que c'est encore une petite partie de l'économie, mais c'est une économie que comprennent pas les Gen X, les VC, etc. et qui pourtant. Non, mais t'as raison. Ça fait beaucoup de gens, mais ça reste quand même un truc pour moi de footballeur. C'est-à-dire que tu peux pas embarquer des millions de gens là-dessus, quoi. Non, ouais, c'est pas des millions de personnes. Mais bon. Ouais. Je mets une petite pièce de positivité dans tout ce... Alors Peter Thiel, il dit que non, on ne risque pas la révolution parce que pour lui, historiquement, les mouvements communistes, fascistes, c'est des mouvements portés essentiellement par des jeunes parce que ça nécessite énormément d'énergie. Lui, il dit qu'il y a de la violence derrière et donc il faut que les jeunes soient mobilisés et qu'aujourd'hui, quand il regarde les US, et on a un peu la même chose en France et en Europe, il y a pas assez de jeunes, quoi. Donc tu peux pas faire la révolution. Il y a trop de vieux. Je crois que les vieux apathique, mais en fait non, c'est un problème de volume, quoi. Il y a pas assez de monde. C'est un problème de volume. C'est des rangs clairsemés, quoi. Mais c'est ça qui est génial quand t'écoutes les Asperger. C'est-à-dire que les mecs sont tellement dans une analyse froide des trucs et les mecs ils disent ouais d'accord mais j'ai analysé le machin, ça marchera pas. Ça peut marcher pour deux raisons. La première c'est que on a vu que on pouvait avoir des formes de révolution qui venaient pas de gens particulièrement jeunes, je pense aux gilets jaunes. Et la deuxième, c'est que certes, à l'échelle d'une pyramide des âges, il y a plus des masses de jeunes, mais ils sont hyper concentrés. Et ils sont hyper concentrés dans les banlieues qui sont déjà dans une situation de semi-ébullition. Donc la concentration des peu de jeunes qu'il y a en France fait que oui, il y a des conditions qui peuvent être qualifiées de révolutionnaires. C'est pas du tout le cas aux États-Unis où la répartition n'est pas la même. Mais en France, oui, il y a suffisamment de jeunes, ou en tout cas, ils sont suffisamment concentrés au même endroit. Mais le paradoxe, et on va terminer là-dessus, qui serait absolument incroyable, c'est que on aurait, parce que s'il n'y a pas assez de jeunes pour faire la révolution, donc on va avoir une sorte de révolution molle, une sorte de demi-molle révolutionnaire, où en fait on va avoir des jeunes qui vont voter pour un système qui va en gros taxer les riches, mais avec des politiques qui vont redistribuer ce qu'ils vont taxer aux vieux. En fait, c'est ça qui est formidable et on risque d'avoir un truc, mais on le voit aujourd'hui. Regarde, par exemple, si tu regardes avec la taxe Zuckman, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que il faut taxer et les jeunes sont plutôt favorables à ce truc-là, mais le fruit de cette taxe, c'est pour les vieux, c'est pas pour les jeunes. C'est de plus en plus vieux, la picousée à la Brian Johnson, ils vont jamais mourir en plus, leur capital va encore grossir. Bon alors la semaine dernière, je me suis foutu avec les bobos et aujourd'hui, cette semaine en fait, c'est les boomers qui vont me détester en fait. Mais ils sont pas sur YouTube, t'inquiète. Ah, je sais pas, j'en ai quelques-uns quand même. Bon, écoutez, non, je trouvais ça intéressant de regarder un petit peu ce truc quand on voit que quand la gauche et la droite disent la même chose. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose effectivement à regarder il se passe un truc. Il y a effectivement un constat sur le système qui est peut-être intéressant. Quand il y a des gens qui sont normalement en désaccord sur tout, qui sont d'accord sur un truc, c'est peut-être que ce truc est vrai en tout cas. Voilà. En tout cas, on va continuer à suivre ce truc-là. Merci de m'avoir accompagné dans cette émission. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Hasta luego amigos et pensez à vous abonner à Silicon Carnet et merci de commenter, partager cette émission. On vous lit dans les commentaires, continuons la conversation ensemble, que ce soit sur WhatsApp si vous faites partie de l'Hacienda ou bien évidemment sur les commentaires sur YouTube. Voilà. Hasta luego amigos, bye bye.